une image pour vous illustrer, là c'est moi qui fais de la redondance illustrative, pour vous illustrer l'empreinte publique, l'empreinte sociale de l'affiche dans l'espace public. Je reprends à la première version filmée de 1984 par Anderson, voilà, quelques photogrammes et quelques extraits donc, de cette fameuse affiche Big Brother is Watching You, qui est un souvenir de l'affiche de Kitchener, et que, évidemment, qui est partout dans 1984, et que dans la version filmée, Anderson met lui aussi un petit peu partout dans l'espace. Donc voilà, une façon de se rendre compte. L'affiche, c'est un type d'image particulier. Si elle est reproduite, un grand nombre d'exemplaires, etc., voilà, il y a un effet de pression sociale, effectivement, mais qui est produit, je l'ai toujours dit, par le dispositif. Donc, c'est de ça qu'il faudrait parler. Alors, il faut reconnaître que Ginsburg mentionne la question des affiches, à la différence de Mitchell, qui lui ne parle pas du tout de la nature de ces images. Donc, Ginsburg est bien conscient qu'on est dans un système particulier et dans un dispositif qui est efficace. Mais voyez le problème, si vous voulez, en résumé, c'est que dans les approches d'histoire de l'art, quand on est face à des images comme ça, on vous décrit ceci. On est dans l'image, on vous décrit les caractéristiques formelles dans l'image, et on reste à l'intérieur du cadre, parce que c'est ce que les historiens d'art ont appris à faire, et on vous décrit comme ça, ce qui relèverait en réalité d'une sociologie des médiacultures et d'une approche différente, si on veut, si la question posée est celle de l'efficace. Alors en réalité, la chose la plus intéressante à dire sur ces fameuses affiches au doigt pointé, c'est bien qu'il s'agit probablement du premier exemple d'icône au sens moderne, c'est-à-dire d'une image opacifiée, d'une image désignée comme image, et qui véhicule dès cette époque, une mythologie de l'efficacité. Voilà, là je vous montre un article qui reprend un article du matin du 14 janvier 1915, qui reprend un article du Times, qui lui-même, donc un long article qui fait toute la colonne, qui décrit le mythe de l'efficacité de Kitchener, donc cette affiche incroyable, qui est tellement efficace qu'elle est affichée partout, elle a beaucoup de succès, et les Anglais s'enrôlent en masse. Donc le mythe est contemporain, comme dans toutes les images, l'image de Kim Phuc, la petite vietnamienne, etc., ce sont des mythologies médiatiques qui, évidemment, insistent sur une efficacité supposée de l'image mais que personne n'a vérifiée, et manque de peau, quand on la vérifie, en réalité, elle est absente. Donc, ces images ne sont pas plus efficaces que d'autres, en particulier dans la fonction de mobilisation. En revanche, elles sont construites par le récit professionnel comme, effectivement, des icônes, et c'est cette mythologie qui ensuite reste, fait histoire, et fait que ces images, on s'en souvient, et on les garde en mémoire, avec leur message associé. Oui. Est-ce que la redondance illustrative ne les rend pas efficaces quand même, à l'intérieur même de l'image, entre le doigt et le iron-shoot, par exemple? Écoute, la redondance illustrative, disons, elle est plus efficace que le message tout court. C'est tout ce qu'on peut dire. Un intensif est forcément plus efficace que quelque chose qui n'est pas un intensif. Maintenant, je vais t'en montrer une, qui n'est pas tout à fait un doigt pointé, mais qui est... c'est une affiche je vais vous la faire passer, des témoins de Jéhovah. Ça fonctionne à peu de choses près comme le I Want You. Vous avez un tract des témoins de Jéhovah. Vous connaissez cette secte voilà, donc il y a, paraît-il, l'anniversaire de la mort de Jésus sera célébré lundi 14 avril 2014, pour ceux qui j'ignorais.
des millions de personnes vont venir. Et vous, point d'interrogation. Et vous avez un personnage barbu, dessiné. C'est pas une photo. C'est un dessin réaliste, façon bande dessinée. Donc je suppose que c'est Jésus qui m'appelle, hein, et vous, qui m'invite. Alors, c'est pas tout à fait le doigt pointé, tu vois, mais c'est pareil. Donc c'est un cas de redondance illustrative. Est-ce que tu trouves ça efficace? Est-ce que tu as envie d'aller à la réunion? Voilà, tu vois, donc cette mythologie d'efficacité, hein, est elle-même un mythe autoproduit par le système médiatique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si je décris ces objets avec donc la théorie de la redondance illustrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toujours un énoncé derrière une image dans les usages médias culturels. Ça veut dire que ce qui motive l'usage de l'image, ce n'est pas la référence documentaire, théorie numéro 1, ça ce n'est qu'un prétexte, mais en réalité ce qui motive l'usage de l'image, c'est la construction argumentative. Et donc le problème le plus important dans ce système, c'est bien qu'on a deux systèmes de référence, un système de référence fictif, où l'image est vue comme ayant un rapport documentaire à un référent réel, image-copie, alors qu'en réalité, on se trouve devant une référence effective à un message, et que donc, ces images nous placent devant quelque chose que j'appellerais une manipulation de la relation de référence. Et donc ça, c'est évidemment un problème. Quand on joue d'une relation sémiotique suggérée, tout en faisant en réalité autre chose, en bénéficiant finalement, voilà, de l'espèce de patrimoine de confiance qui est associé depuis longtemps, pas seulement à la photographie, mais à l'image réaliste en général, avec son effet de présence. Alors vous allez me dire, donc là je n'ai parlé que de la photo, bon, je vais vite, hein. Je pique à notre camarade Adrien Genoudet, un photogramme de la série Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez regardé ce chef-d'œuvre du documentaire consacré donc là récemment évidemment à la guerre de 14-18 et dont Adrien montre bien voilà, que c'est quand même une image qui est extrêmement problématique. Donc, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas lu son billet, le problème d'Apocalypse, c'est notamment, il n'y a pas que ça, hein, mais donc la colorisation d'images qui sont évidemment, dont les originaux sont en noir et blanc. Et donc Adrien remarque que, en fait, là, les colorisateurs se sont trompés, ils ont colorisé juste le haut de l'image, hein, les personnages, mais ils ont oublié de coloriser le reflet, qui lui est resté en noir et blanc. Donc ça, c'est très joli. Il y a un reflet dans la voiture, et le reflet est en noir et blanc, il n'est pas coloré. Il n'est pas coloré. Bon, peu importe. C'est une bonne remarque sur un problème qui est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Apocalypse, si vous voulez. Apocalypse est un bon exemple parce que, comme dans les images de Manuel Valls, on voit la redondance illustrative. On voit un effet que d'habitude on ne voit pas, que d'habitude on ne perçoit pas. Donc, c'est parce que Clark et Costel en mettent des kilos, hein, du son, de la couleur, de la musique, du commentaire, et quoi encore. Hein. Donc, l'archive, là-dedans, elle se réduit à une espèce de fossile d'archive. Il n'y a vraiment plus grand-chose. Et les documentaristes ont construit une espèce de empilé, hein, comme ça. Là, c'est de la redondance au carré. Hein. Dans l'espoir d'intensifier. Alors,
Hein, la question est-ce que ça marche? Ben, je dirais ça dépend. Pour moi, ça ne marche pas du tout. Pour moi, quand je regarde ces images, c'est insupportable. Il n'y a plus rien de réel dans ces images. Je ne vois plus que les effets. Je n'entends plus que des sons truqués. Donc pour moi, ça ne marche absolument plus du tout. Pour d'autres, peut-être, ils trouveront ces images intéressantes. Bon. Ça, après, c'est la question de la réception, c'est une autre question. Donc, intensifier un message, ça ne suffit pas pour le rendre efficace a priori et pour tout le monde, évidemment. On peut aussi produire de très mauvaises intensifications. C'est d'ailleurs le cas des affiches, en particulier de l'affiche de Flag de 17, qui est plutôt une catastrophe que, en fait, une affiche de mobilisation. Mais le problème, vous voyez bien, et dans le cas d'Apocalypse, c'est très intéressant, parce que donc, on se trouve face à une construction qui devient pratiquement totalement fictionnelle, avec des images, avec des sources d'archives qui sont utilisées de façon totalement décontextualisée pour servir un commentaire, qui est ce qui constitue le fil conducteur du film. Donc, il y a un récit, si vous voulez, qui raconte quelque chose, et puis, à ce récit, on va coller les images qui vont bien, quel que soit leur contexte de production initiale, avec parfois des choses extrêmement éloignées, et des images qui vraiment ne collent pas avec ce qui est raconté, sauf que, comme les images ne sont pas sourcées, comme vous n'avez pas d'indication d'origine, eh bien, voilà, il se passe ce qui se passe quand vous lisez les journaux, vous êtes dans la redondance illustrative, vous croyez ce que dit le texte, et vous associez l'image à ce que dit le texte. Voilà. Parce qu'on n'a pas le choix. Quand on ne donne pas au lecteur les éléments qui lui permettent de faire la part des choses, évidemment, c'est impossible de reconstituer le travail d'édition qui est à l'origine de la redondance et qui est évidemment caché. Alors évidemment, dans le cas d'Apocalypse 14, ce qui est très drôle, c'est que on sait que beaucoup des films, des combats en particulier de la guerre, sont des reconstitutions théâtrales et ne sont pas de véritables films exécutés sur le champ de bataille. Donc en fait, il y a deux couches de fiction, ce qui est un problème qui ne peut pas être traité évidemment dans le cadre du film, mais voilà, encore une fois, on voit là que le document est un pur prétexte au déroulement d'un récit historique, par ailleurs parfaitement traditionnel, et voilà, c'est une histoire militaire classique. Donc, on est, vous voyez, on a une espèce de fausse archive qui se trouve mobilisée, alors qu'en réalité, on est bien dans une pure construction illustrative, avec une mobilisation qui joue. Donc, c'est bien sur ces deux plans que je décris et que je dénonce. C'est-à-dire une image qui est mise au service d'un récit, et donc c'est en fonction du message que les choix d'images sont faits, donc pure illustration, et en même temps, on nous dit, on nous explique, et on justifie le travail du documentaire en disant c'est de l'archive, c'est de la vraie image, c'est de la vraie copie du réel. Donc, croyez à ce que cette image montre, puisque, effectivement, on se trouve dans la théorie numéro 1. Alors, voilà, j'ai fini à peu près sur un premier exposé de cette idée. Ça pose pas mal de questions. Je dirais quels sont les éléments de programme que délivre cette vision. Vous voyez que le problème, c'est donc pas seulement de remplacer une théorie par une autre, c'est effectivement de comprendre et de décrire, ça c'est très important, notre théorie de l'image ordinaire. Donc, la dénonciation gombrichienne de l'image de la NASA, ça veut dire, voilà, nous vivons, et